C'est elle qui a obtenu la première localisation du colonel qui était replié dans une zone couverte. Et puis, il a fallu mettre en place des dizaines d'appareils, une véritable armada aérienne, d'une part pour créer un véritable couloir d'extraction avec des frappes tout le long des deux côtés de ce couloir, de manière à en éloigner les forces ennemies, à en éloigner les gardiens de la Révolution, à en éloigner ceux qui pouvaient intervenir. Et puis, il y a eu l'extraction elle-même et qui a fini par réussir. Donald Trump a suivi en direct tout ce qui se passait depuis la Situation Room de la Maison-Blanche. Et il faut dire que ça lui enlève une très, très lourde épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'on imagine très bien l'exploitation de propagande que le régime iranien aurait pu faire s'il avait capturé ce colonel. Merci, cher Claude Moniquet, pour toutes ces explications. Il est 9h, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros. On bascule et bouscule évidemment notre émission avec cette information de la nuit, le pilote américain qui a été retrouvé sain et sauf. Pour en parler ce matin, l'ambassadeur d'Israël en France est notre invité, Monsieur Joshua Zarka. Merci d'être avec nous. Nous serons également avec Mériadec Raffray, spécialiste des questions de défense, Arnaud Benedetti et Éric Revel. C'est l'information, je le disais, de la matinée. Après 48 heures de course contre la montre, le pilote américain a été donc retrouvé sain et sauf. Nous n'abandonnerons jamais un combattant, se félicite Donald Trump sur les réseaux sociaux. Voyons le sujet. Il est signé Anaïs Bochet. Sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit une boule de feu traverser la nuit avant de s'écraser sur le sol. Ce sont les images de l'opération de sauvetage du pilote américain recherché sur le sol iranien. Le chasseur qu'il pilotait s'était écrasé dans le sud-ouest de l'Iran ce vendredi. Si son collègue aviateur avait pu être exfiltré par les forces spéciales américaines, lui restait introuvable. Les autorités iraniennes avaient promis une récompense pour sa capture et le recherchaient activement. Sur ces images, on peut voir des dizaines d'Iraniens rouler en direction du lieu de sauvetage du pilote. Si ce dernier a été blessé, il a pu être rapatrié avec succès par l'armée américaine. Selon Axios, un média américain, il a fallu plus d'1 jour pour le localiser précisément. Une victoire annoncée par le président Donald Trump sur ses réseaux sociaux. On l'a retrouvé, chers compatriotes américains. Au cours des dernières heures, l'armée américaine a mené à bien l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire des États-Unis pour l'un de nos incroyables officiers d'équipage, qui se trouve également être un colonel très respecté et dont je suis ravi de vous annoncer qu'il est désormais sain et sauf. Le président américain a précisé que cette opération de sauvetage avait mobilisé des dizaines d'appareils, une opération qui aurait été menée conjointement avec la CIA. C'est elle qui aurait localisé le pilote et qui aurait communiqué en temps réel toutes les informations au Pentagone et qui lui-même les a redirigées vers les équipes XAR, Combat Search and Rescue, qui sont ceux qui vont vraiment, qui sont en charge de l'extraction elle-même. De leur côté, les autorités iraniennes ont affirmé qu'elles avaient détruit un appareil américain qui participait au sauvetage. Selon Axios, cette attaque aurait touché un hélicoptère de type Black Hawk, blessant les occupants à bord. Et je me tourne évidemment vers vous, Joshua Zarka, vous êtes ambassadeur d'Israël en France. On sait qu'aux premières heures de l'opération pour retrouver le premier pilote vendredi, c'était une opération conjointe entre l'armée israélienne et l'armée américaine. 48 heures plus tard, est-ce que l'armée israélienne a participé à retrouver le pilote américain qui est aujourd'hui sain et sauf selon Donald Trump? C'est surtout une opération américaine, il faut dire. Il y a toutes les opérations militaires sur le terrain sont des opérations qui sont conjointes. Donc, que ce soit les informations, que ce soit les renseignements, etc., tout est conjoint. Quelle est la source exactement? C'est une source qui est d'origine américaine ou une source d'origine israélienne? C'est très difficile à dire parce que c'était comme si on mettait dans un panier tous les renseignements et toutes les sources, et de là, on tirait ce dont on avait besoin. Mais je pense que ce qui est très intéressant pour tous ceux qui aiment haïr Trump et qui aiment chercher chaque fois quelque chose, une mauvaise opération. La dernière fois que les Américains ont essayé de faire une opération terrestre en Iran, c'était en 1980 avec le président Carter. Et c'était un fiasco total. Et là, les Américains ont prouvé qu'ils étaient capables non seulement de mener cette guerre, mais en plus d'envoyer des forces sur le terrain, chercher, trouver le pilote qui était tombé, le ramener à la maison et ramener tous les combattants qui avaient participé. Je pense que ça prouve que si jamais il fallait faire quelque chose, si jamais le président américain décidait de faire quelque chose de plus important, avec une présence terrestre, ça prouve aux Iraniens et à tous ceux qui aiment haïr un peu
ce président américain, et je dirais même mon Premier ministre, que les choses se font bien. Et que les opérations sur le terrain peuvent être menées. Monsieur l'ambassadeur, à quel point cette opération était sensible? On parle de dizaines d'appareils qui ont été déployés pour secourir ce pilote américain. Franchement, je n'ai pas tous les détails à ce sujet. Ce que je sais, c'est que énormément d'efforts ont été employés, une énorme grosse force a été déployée afin de retrouver, non seulement de le retrouver, mais de le ramener sain et sauf, parce qu'il fallait mener des combats sur le terrain. Et donc c'était une grosse opération, grosse opération qui était menée de très loin, comme on l'avait dit auparavant, et donc une énorme réussite militaire. Qu'est-ce que ça dit des capacités militaires iraniennes aujourd'hui, quand on voit que le régime iranien a la capacité d'abattre un avion américain, et on reviendra aussi sur la volonté du régime d'appeler la population à offrir finalement un pactole si ce pilote avait été capturé? Alors, d'abord, pour les capacités militaires iraniennes, vous savez, l'Iran a toujours été un ennemi très puissant au niveau de ses capacités de missiles, balistiques, etc., mais au niveau de ses capacités militaires très faibles, il faut le dire. La raison pour laquelle ils ont développé ces drones, ils ont développé ces missiles parce qu'ils n'avaient ni armée de l'air, ni une vraie marine, et ni une vraie arme terrestre. Et donc là, nous avons la preuve complète que les Américains sont capables de faire rentrer, donc d'une force occidentale importante, est capable de faire rentrer en Iran un groupe de soldats assez important, d'y opérer presque librement et d'en sortir sans aucun problème. Ça prouve que ce tigre dont on parlait, le tigre iranien, est en fait vraiment, quand on parle de ses capacités militaires, les vraies capacités militaires, pas les capacités balistiques, un tigre de papier. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes avec nous dans l'heure des pros. Je le disais, nos spécialistes et nos éditorialistes vous poseront toutes les questions. Vous allez rester avec nous et nous reviendrons évidemment en longueur sur ce conflit qui entre. On est déjà à 37 jours de guerre en Iran, et je vous poserai la question dans un instant. Où en sommes-nous? Je voudrais qu'on écoute Frédéric Dulin, ancien pilote de chasse, qui revient sur cette opération pour retrouver le pilote américain, retrouvé sain et sauf. Les pilotes sont équipés de radios cryptées, de balises, de GPS, et l'objectif est de survivre le maximum de temps pour laisser à nos armées le temps d'organiser l'extraction, de se préparer en fonction de la situation tactique de la zone concernée. À partir de là, dans la zone qui est concernée, il n'y a plus d'opération aérienne particulière. La seule opération aérienne qui tienne est la récupération des pilotes éjectés. Et à partir de ce moment-là, tout est mis en œuvre avec un minimum de communication effectuée pour être récupéré et que l'extraction se passe du mieux possible, en sachant que, bien évidemment, pour une armée comme l'Iran, récupérer un personnel navigant et l'exhiber comme trophée est un trophée politique qui a un impact majeur sur l'ensemble de la société, qu'elle soit américaine ou iranienne. L'actualité brûlante, monsieur l'ambassadeur, c'est donc ce pilote qui a été retrouvé sain et sauf. Mais j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur. L'armée israélienne peut, dans des conflits, mener ces opérations parce que des soldats peuvent être pris en otage. On l'a vu aussi au moment du 7 octobre, cette volonté, coûte que coûte, d'aller retrouver ces concitoyens qui ont été pris en otage. Quelle est la doctrine aujourd'hui et comment on met tout cela en place? Vous savez, malheureusement, nous avons une expérience très concrète qui est similaire de celle-là. Pendant la guerre la première guerre du Liban, quand j'étais encore très jeune, nous avons perdu un avion qui était tombé pour des causes techniques, et le fameux navigateur Ron Arad était tombé au Liban et a disparu. Et nous avions réussi à faire sortir l'aviateur du territoire libanais avec une opération un peu semblable à celle-là, mais moins importante parce que c'était pas si loin, mais quand même. Mais par contre, Ron Arad avait complètement disparu, et pendant de longues années, nous avons essayé de le chercher, et finalement, nous avons découvert qu'il est mort entre les mains des Iraniens. La doctrine israélienne est de ne jamais laisser des soldats derrière, quoi qu'il arrive. Des otages, des soldats. Il y a cet accord non écrit entre les familles et le gouvernement israélien. Les familles font le sacrifice ultime en envoyant leurs enfants à l'armée.
Et le gouvernement israélien fait cette promesse qui n'est pas écrite, de tout faire pour ramener les soldats, quoi qu'il arrive, même si c'est tard et s'il le faut, à des moyens des fois très difficiles. Myriad Akraf a une question. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Tsahal, l'armée israélienne, est aussi une armée qui est assez incroyable pour les opérations spéciales. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques semaines au Liban, comme les commandos israéliens ont été allés chercher dans la Beka une cible qui les intéressait, en surprenant tout le monde. On a vu à nouveau cette capacité, cette efficacité de vos commandos. Mais vous le savez bien, monsieur l'ambassadeur, ce qui se passe notamment à la frontière entre Israël et le Liban montre que les opérations spéciales ne sont pas la guerre. On voit qu'Israël aujourd'hui pénètre avec prudence à l'intérieur du territoire libanais, car les milices du Hezbollah montrent une forme de résistance. Et donc c'est la question que je voulais vous poser à propos de l'Iran. Cette belle opération spéciale ne peut pas présager en fait de la suite d'une opération terrestre au sol en Iran, où évidemment les proportions et les conditions de travail des armées ne seraient pas du tout les mêmes. N'avez-vous pas peur d'une forme finalement d'enlisement si des opérations terrestres d'envergure se déroulaient? Quelle est votre vision des choses? Vous savez, je pense que nous l'avons dit déjà depuis le début, notre intention n'est pas d'envahir le Liban. Le Liban oui. aussi, mais n'est pas d'envahir l'Iran. Oui, je sais. Mais n'est pas du tout d'envahir l'Iran. Envoyer des forces terrestres pour prendre le contrôle de l'Iran n'est pas ce qu'on appelle dans les cartes, n'est pas une des options concrètes dont nous parlons. Maintenant, s'il faut faire certaines opérations pour des raisons spécifiques, là, on parle plutôt d'opérations spéciales. Et là, c'est faisable. Là, il vient d'être prouvé que non seulement c'était faisable, les dirigeants étaient capables de prendre la décision d'envoyer les forces spéciales, mais aussi c'était faisable et toutes les forces pouvaient revenir. Et donc, cette opération pouvait être une réussite. C'est ça qui est le plus important. Je pense dans toutes les options que je ne connais certainement pas toutes, il n'y a pas vraiment d'option de faire la conquête terrestre de l'Iran et d'envoyer une force américaine, ou même certainement pas américano-israélienne, parce que une toute petite armée, pour prendre le contrôle de ce pays énorme qui a la taille de la France et l'Allemagne ensemble. Mais par contre, les opérations spéciales sont une option. Et Tsahal pourrait participer à ces opérations spéciales? Ce n'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'il y a eu des déclarations qui ont déjà été faites, que ce soit par le Premier ministre ou notre chef d'état-major, parlant de la possibilité de présence de forces spéciales sur le terrain. Je voudrais, monsieur l'ambassadeur, revenir une nouvelle fois sur l'information de cette nuit avec ce pilote américain qui a été retrouvé sain et sauf, et toujours en essayant de prendre un peu de hauteur. Sur l'opinion publique, à quel point cette opération, qui est une réussite cette nuit, mais le fait d'avoir un pilote, un avion qui était abattu il y a 48 heures, de voir que après 37 jours de guerre, l'Iran a une capacité toujours de réaction et finalement de contrecarrer les plans et américains et israéliens. Sur l'opinion publique, qu'est-ce que ça peut changer en positif ou en négatif? Alors d'abord, je vais parler de l'opinion publique israélienne. Oui. L'opinion publique israélienne, et comme je l'ai dit assez souvent, c'est une guerre qui nous est imposée par le régime iranien qui veut nous détruire. Et donc, il n'y a pratiquement personne en Israël qui pense sérieusement que c'est une guerre qu'on aurait pu ne pas mener. Malheureusement, on aurait préféré ne pas l'avoir à faire, ne pas avoir à faire cette guerre. Mais ce n'est pas une guerre que nous avons choisi de faire, c'est plutôt une guerre qui nous a été imposée. Mais là, la grande question, je pense, qui doit être que vous posez, c'est l'opinion publique dans l'Occident. Parce qu'il y a cette volonté de voir les États-Unis humiliés par certains. Je pense que certains de vos collègues, on les voit dans certains plateaux, cherchent à chaque fois « Ah, les Américains n'ont pas réussi à faire ci, les Américains n'ont pas réussi à faire ça ». Bien sûr, à notre égard, c'est encore pire. Et là, il y a cette volonté à chaque fois d'essayer de trouver cet anti-américanisme qui force les gens à essayer de trouver une faille à chaque fois, quelque chose qui n'a pas réussi. Et donc là,
ça rend les choses un peu plus difficiles pour cela. Monsieur l'ambassadeur, vous parlez d'anti-américanisme. Est-ce qu'on peut parler d'anti-trumpisme plus qu'anti-américanisme avec des positions, vous le diplomate que vous êtes, parfois erratiques de Donald Trump, qui peut dire tout et son inverse, qui peut aussi avoir des propos qui sont heurtants. Je ne vais pas citer les propos qu'il a pu avoir à l'endroit du président de la République française et de sa femme. C'est un sujet dans lequel je ne vais pas rentrer. Là, c'est vraiment américano-français. Mais j'ai grandi ici. Sur le sujet des relations personnelles entre les deux présidents. C'est un sujet dont je ne vais pas parler personnellement, bien sûr. Mais au sujet de l'anti-américanisme français, j'ai grandi ici. Je suis né à Paris, j'ai grandi en France, et j'ai connu cet anti-américanisme à très bas âge. C'est quelque chose qui est typique. Je ne sais pas si c'est des Français en général ou peut-être des Parisiens, mais c'est quelque chose qui est très typique. Il y a cet anti-américanisme et franchement, qui est le résultat de la propagande soviétique des années 60 et 70, qui était très réussie et qui continue aujourd'hui avec la propagande frériste qui est financée par le Qatar, par les Iraniens et encore, malheureusement, aussi par les Russes. Éric Revel, Arnaud Benedetti, oui, peut-être Éric Revel d'abord et ensuite Arnaud. Sur les relations entre la France et Israël. On sait que depuis septembre 2025 et la déclaration du chef de l'État français de la reconnaissance d'un État palestinien, les relations sont refroidies, sont tendues. Il y a eu un nouvel épisode il y a quelques jours avec l'interdiction apparemment du survol du territoire français par certains avions qui participaient à l'effort de guerre d'Israël. Quel est l'état aujourd'hui des relations entre Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien? C'est pas vraiment une question de relations personnelles. Alors, entre les deux États. Voilà, je pense qu'entre les deux gouvernements, parce que je voudrais faire la différence, et ça c'est un point très important, entre le peuple français et le peuple israélien. Il y a une vraie amitié entre nos deux peuples, et je pense que c'est quelque chose que je ressens quand je suis dans la rue. Il y a des gens qui me rencontrent et qui viennent me dire bonjour et qui me saluer. Je n'ai jamais eu d'autres réactions que sachez que nous Français sommes avec vous. Mais il y a nous sommes en crise. Il faut le dire les choses comme ça. Nous sommes en crise. Nous sommes en crise. Il y a eu certaines décisions qui ont été prises. Quand un pays se définit comme étant un pays ami, voulant le bien de mon pays, et il y a une demande très spécifique qui ne force la France à rien faire. C'est pas que nous avons demandé certaines choses, ces équipements. C'était simplement le transfert, le survol de la France par des équipements américains dont nous avons besoin pour la guerre avec l'Iran. C'est quelque chose qui avait été bien clarifié. Ce n'était pas des armements, des équipements qui étaient utilisés sur le Liban, sur le terrain du Liban, non, seulement pour la guerre en Iran. Et quand une décision comme celle qui a été prise de refuser tout survol d'armements dont nous avons besoin dans une guerre existentielle, ça s'est ajouté à... C'est pas vraiment... le dernier épisode de la reconnaissance était un épisode qui a fait énormément de mal aux relations. Mais il faut regarder les choses avec une perspective de 2 ans. Des décisions, un appel au boycott. Encore une fois, quand nous menions la guerre avec le Hamas, une guerre terrible qui nous avait été imposée aussi. Quand nous voulions libérer nos otages et que il y a eu cette reconnaissance avant la libération de nos otages. Donc il y a une liste de choses qui ont lieu. C'est une crise que vous pouvez qualifier d'historique? Je pense que oui, malheureusement. Et je dis ça vraiment, j'ai du mal à le dire parce que je suis venu ici en espérant de créer une relation, de recréer une relation entre nos deux pays, qui est une relation vraiment historique et qui est tout à fait logique. Et là, j'ai l'impression de ne pas, ou bien de ne pas avoir été compris dans ce que je voulais faire, ou bien d'avoir rencontré un mur. Monsieur l'ambassadeur, pardonnez-moi, mais c'est important ce que vous dites. Vous parlez d'une crise historique entre Paris et Israël aujourd'hui. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a quelques jours, encore de cela, quelques semaines, les relations diplomatiques entre Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron avaient repris en quelque sorte, puisqu'il y avait eu un échange, des échanges téléphoniques. C'est-à-dire que là, par exemple, ces derniers jours, ces 2 dernières semaines, il n'y a plus aucun contact. Vous savez, ces échanges, la visite du ministre des Affaires étrangères, la visite de la ministre Aurore Bergé, d'autres visites qui devaient avoir lieu, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le vide. C'est quelque chose pour lequel je peux vous dire que personnellement j'ai œuvré pendant des mois
afin d'essayer de recréer cette confiance, de recréer ce dialogue qui avait disparu pendant longtemps, depuis justement la reconnaissance dont vous parlez. Mais il y a une expression que vous connaissez certainement, il faut deux pour danser le tango. Et ça a été la réaction que finalement nous avons reçue. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai ce sentiment d'avoir reçu une claque. Et de la part de qui directement? Du Quai d'Orsay, du président de la République lui-même? Du gouvernement français, en fin de compte. Alors, le gouvernement français, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères, qui est le chef de... Je ne veux pas rentrer dans des responsabilités personnelles, etc. Parce que des efforts, je sais que j'ai investi énormément d'efforts, et des fois, je me suis fait un peu taper sur les doigts de mon côté, de côté de mon administration, me disant, mais d'accord, mais pour faire confiance, il faut quand même qu'il y ait des preuves sur le terrain. Et là, malheureusement, ça a été reçu comme ça a été reçu. Arnaud Benedetti, ensuite Myriam Crafret, et on reviendra sur le conflit de manière générale au 37e jour de guerre. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé de crise historique. Il y a une autre crise historique dans les relations franco-israéliennes, c'est la crise de 67. Souvenez-vous, quand le général de Gaulle tient ses propos sur Israël et sur le peuple juif. Est-ce que vous diriez que la crise que nous connaissons aujourd'hui est motivée par d'autres ressorts que celle de 67, qui était liée finalement, je dirais, à une position qui consistait à tenir une équidistance, j'allais dire, sur la scène internationale, qui était la position du général de Gaulle. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'il y a d'autres ressorts qui sont internes à la société française, qui expliquent aujourd'hui finalement la position de la France? Je pense, vous savez, il y a toujours une tendance à faire une analyse de l'histoire et de dire, voilà, c'est exactement ça, c'est la même chose, on peut apprendre. Je pense que chaque crise est différente, franchement. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont personnelles, de décisions qui sont prises, de pertes de confiance qui sont dues à des fois des mots qui sont dits, des fois des expressions qui n'ont pas voulu être dites, etc., etc. Il y a la crise, disons, des années 60, de 67, après le général de Gaulle. D'abord, elle n'était pas une crise qui était passée de 100 à 0. Parce que les relations ont continué, certaines relations spéciales qu'il y avait entre nos deux pays ont continué à avoir lieu, même après cette décision qui avait été prise du général de Gaulle, la nouvelle politique arabe, etc. Là, il faut dire que nous sommes entrés dans une crise qui s'est développée. Hein, je suis arrivé ici avec un certain niveau, il y a eu les décisions de ne pas permettre la participation israélienne aux différents salons, et ensuite déterminer des expressions comme, je vous rappellerai, la barbarie, etc., etc., et l'appel au boycott, et quand nous étions dans une guerre existentielle, hein, n'oublions pas, qui nous avait été imposée par le Hamas, qui avait violé, brûlé 1200 personnes israéliens, et qui avait kidnappé 254 personnes. Et là, il y a ce gouvernement qui se dit un gouvernement ami d'Israël, qui, à chaque fois, nous surprenait. Et nous sommes arrivés au niveau aujourd'hui où, quand nous avions besoin vraiment d'une aide, c'était pas une aide, c'était simplement un survol qui avait une importance, je dirais, presque stratégique. Ça a été refusé. Et là, c'est le résultat d'une longue liste de décisions et de déclarations qui ont été faites et qui finalement mènent aujourd'hui à une situation de crise que j'espère pouvoir gérer et un jour nous en faire sortir. Myriam Crafret. Alors, il y a Gaza, effectivement, qui est un sujet de fâcherie. Il y a l'Iran de l'autre côté. Mais il y a un sujet qui est cher au cœur des Français, et en particulier ceux des auditeurs de CNews. C'est le Liban, monsieur l'ambassadeur. Nous en avons parlé tout à l'heure. Là aussi, on sent qu'il y a un problème, un bisbille franco-israélien. Alice Ruffo, la ministre déléguée aux armées, était cette semaine au Liban. J'ai cru comprendre qu'elle aurait souhaité parler avec son homologue israélien. Finalement, elle n'a pas pu aller en Israël. Et de l'autre côté, les Israéliens laissent entendre qu'ils souhaiteraient que la France, selon eux, pourrait avoir un rôle important pour sortir par le haut de cette crise avec le Hezbollah qui ressurgit aujourd'hui. Quel est votre sentiment, quel est votre avis sur la manière dont la France pourrait finalement, avec vous, trouver une solution? Et ça me permet juste de vous donner la toute dernière information, et je vous remercie Myriam Crafret, le président libanais qui accuse Israël de vouloir faire du sud du pays, du sud du Liban, un nouveau Gaza, et qui appelle à des négociations. Voilà le climat actuel. Alors, le Liban est une question très importante.
premièrement, vous savez, le Liban n'est pas seulement important pour la France, c'est important pour Israël. C'est notre voisin. Nous voulons vivre en paix avec le Liban. Nous n'avons aucune dispute avec le gouvernement libanais ni avec le peuple libanais. Et c'est un pays qui a été pris en otage par le Hezbollah, par l'Iran, avec le Hezbollah, en utilisant le Hezbollah. Il y a c'était en 85 à peu près. Non, en 82, il n'était pas à peu près entre 1985, disons. Donc 40 ans, quelque chose comme ça. Cette crise a commencé quand le Hezbollah a décidé de tirer sur Israël. Nous avions averti, nous avons menacé, nous avons envoyé des messages au Hezbollah et au gouvernement libanais. Faites en sorte, désarmez le Hezbollah comme vous deviez le faire et faites en sorte que le Hezbollah ne tire pas. Vous savez, il y a l'heure des grands mots et il y a l'heure des actions. Et des fois, les grands mots ne sont pas suffisants. Alors dire que la France veut faire ce qu'elle veut faire, etc., sans vraiment... Vous savez, nous avions... Une des idées qui était mise sur la table était de faire en sorte que la France aide aussi le gouvernement libanais à désarmer le Hezbollah. L'armée libanaise. Pardon, oui. La France aide les forces armées libanaises à désarmer le Hezbollah, pas seulement en finançant, pas seulement en envoyant du matériel. Concrètement. Parce que il faut dire que les forces armées libanaises sont incapables, nous le savions, sont incapables de le faire. Alors, quand nous attaquions le Hezbollah d'une façon avec des opérations spéciales, comme vous en avez parlé plus tôt, sans toucher bien sûr le Liban, c'est-à-dire les infrastructures libanaises, nous étions attaqués par le gouvernement libanais qui disait vous ne nous laissez pas faire notre travail, et la France se joignait au gouvernement libanais disant vous attaquez le Hezbollah sur le territoire libanais, laissez les forces armées libanaises faire leur travail. Et d'un autre côté, les forces armées libanaises, il y a 1 mois, 2 mois, quelque chose comme ça, ont annoncé ça va. Nous avons terminé de désarmer le Hezbollah au sud du Liban. On a vu ce qu'il en était. Exactement, on a vu ce qu'il en était. Alors, il y a le moment des grands mots, c'est très bien, c'est beau, et il y a aussi le moment des actions. Et aujourd'hui, nous sommes à la période où il faut des actions, pas seulement des grands mots. 9h26 sur CNews, on poursuit notre émission et continue de vous poser toutes les questions autour de ce conflit au Moyen-Orient avec Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France. Je voudrais qu'on revienne sur l'ultimatum de Donald Trump. Là aussi, c'est un temps fort du week-end à l'Iran qui expirera demain à 20h, heure de Washington. Le président américain qui avait d'abord donné samedi dernier 48 heures à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, faute de quoi les centrales électriques du pays seraient visées. Ultimatum ensuite repoussé. Alors que peut-il se passer après? Je vous poserai la question. Mais voyons d'abord le sujet. Il est signé Mathilde Ibanez et François Tiskevitch. C'est Donald Trump lui-même qui a lancé le compte à rebours. Vous vous souvenez quand j'ai donné 10 jours à l'Iran pour conclure un accord ou rouvrir le détroit d'Ormuz? Le temps presse. Il ne reste plus que 48 heures avant que l'enfer ne s'abatte sur eux. Gloire à Dieu. Une fois l'ultimatum terminé, le président américain pourrait mettre en application ses menaces contre l'Iran. À commencer par des frappes massives contre les centrales électriques. Des centrales essentielles pour alimenter une grande ville comme Téhéran et ses 10 millions d'habitants. Autre cible potentielle, les ponts, comme celui reliant la capitale iranienne à Karj, un axe vital pour la circulation économique et militaire, détruit par une frappe américaine il y a quelques jours. Objectif: paralyser complètement le pays. Nous allons les frapper extrêmement durement au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre auquel ils appartiennent. Le pétrole iranien pourrait également être visé. Donald Trump a plusieurs fois menacé de s'en prendre à l'île de Karg, point névralgique par lequel transite 90% du pétrole iranien. Le 13 mars dernier, Washington avait déjà annoncé y avoir bombardé des cibles militaires, mais sans viser les infrastructures pétrolières. Plus récemment, le président américain a menacé d'anéantir ce point névralgique de l'économie iranienne. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, que veut dire cet ultimatum de Donald Trump? Qu'est-ce qui peut se passer demain à 20h, heure de Washington, alors qu'on le sait, le régime iranien n'a pas accepté, et l'a communiqué d'ailleurs ces dernières heures, l'ultimatum posé par Donald Trump. Vous savez, les États-Unis sont une force militaire qui est incomparable. Les États-Unis aujourd'hui sont capables de gagner une guerre contre n'importe quelle coalition qui serait créée sur la Terre.
la force qu'utilisent les États-Unis aujourd'hui en Iran est une partie minime de leur capacité. Ils pourraient décider de faire les choses beaucoup plus sérieusement, de façon beaucoup plus approfondie, et investir beaucoup plus de capacités qu'ils ont aujourd'hui, qu'ils pour l'instant n'ont pas investi. Alors, n'oublions pas, hein, c'est la puissance mondiale. Qui serait capable de gagner une guerre contre n'importe quelle coalition qui serait créée contre elle. Et donc, l'Iran n'est pas vraiment un ennemi qui est comparable aux États-Unis. Si le président décidait de faire quelque chose de beaucoup plus sérieux et investir ce qu'il faut pour cela. Mais j'ai du mal à vous suivre, monsieur l'ambassadeur. Ça veut dire que depuis 6 semaines, les États-Unis il y a un certain niveau. Ne sont pas véritablement intervenus. Non, ils sont intervenus. Mais il y a une sorte de degré. Qui a été décidé. D'accord. Certaines capacités qui ont été décidées d'être investies. Ils pourraient décider d'investir beaucoup plus. Et quand vous dites investir beaucoup plus, ça veut dire par exemple des troupes au sol. C'est le genre de décisions qui seront prises dans les prochaines années. Et ne faisons pas de la géopolitique fiction ce matin. Cette semaine, là aussi, un temps très important, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe a appelé jeudi l'ONU à donner son feu vert à l'usage de la force pour libérer le détroit d'Ormuz. Parce que dans cette guerre, on a bien compris que le nerf de la guerre, l'autre guerre, c'était ce fameux détroit d'Ormuz. La France, la Chine et la Russie s'y opposent. Comment vous décryptez cette fin de non-recevoir de la France, Emmanuel Macron qui considère que cette opération pour libérer le passage maritime stratégique serait par la force, serait irréaliste, qu'il prendrait un temps infini, comporterait des tas de risques et selon lui la réouverture du détroit ne peut se faire que de manière concertée avec l'Iran. Ce que je peux dire de mon côté, c'est encore une fois en tant que diplomate israélien et je suis ici un invité donc en France, je veux dire pas seulement sur CNews. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Certains me posent des questions au sujet des relations qu'Israël a avec le monde et que nous avons seulement un allié qui est les États-Unis, etc. Aujourd'hui, nos relations avec les pays du Golfe n'ont aucun précédent. Mais il faut dire que ces pays, justement, qui ont proposé ce texte, qui c'est sous chapitre 7 de l'ONU, ce qui veut dire avec la permission d'utilisation de la force, afin de menacer concrètement l'Iran et de faire en sorte que le détroit d'Ormuz soit ouvert, ce texte a été proposé par des pays qui ont un accord de défense avec la France. Et là pour moi, je rentre dans le territoire qui est totalement incompréhensible. Je ne comprends pas la logique qui a poussé, disons, le Quai d'Orsay à bloquer et à empêcher l'adoption de ce texte. Une dernière question, monsieur l'ambassadeur, et j'aurais dû commencer d'ailleurs par ça, notre entretien, au 37e jour de guerre contre la République islamique iranienne. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Nous avons, là je vais citer les déclarations de mon Premier ministre, du porte-parole de l'armée. Nous avons atteint la majorité des cibles militaires dont nous avions décidé. Nous avons continué à détruire non seulement les sites militaires, mais ensuite aussi les usines de production de missiles et tous les sites qui sont liés directement et indirectement au programme militaire nucléaire qu'avaient essayé de développer les Iraniens. Si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, il faut dire, et si vous vous rappelez, le troisième but était l'affaiblissement du régime. Si cette guerre s'arrêtait aujourd'hui, le régime que nous avions connu, que nous avions étudié pendant de longues années, que nous savions exactement comment être, n'est plus le même régime. Aujourd'hui, c'est un régime différent. Le régime qui avait à la tête de la tête, il y avait le guide suprême qui était vraiment une personnalité reconnue à travers le monde. Ensuite, qu'il y avait les différentes branches de gouvernement on savait exactement comment elles travaillaient, quelles étaient leurs influences, etc. Aujourd'hui, ce régime n'existe plus. Il y a déjà un autre régime. Quel sera le futur de l'Iran ? C'est encore très difficile à dire, mais je pense que de toutes les façons, le régime se trouve sur une pente très glissante, très raide, et qui mènera à la fin de ces jours relativement assez rapidement. Je suis désolé, mais je me pose les questions que les téléspectateurs doivent se poser. Vous dites qu'il y a un autre régime aujourd'hui. C'est quoi cet autre régime ? Mais justement,
vous savez, ça nous a pris des années d'étudier l'ancien régime. Aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Si auparavant nous savions exactement comment étaient proposées les différentes options militaires au guide suprême, quelle serait sa réaction à certaines propositions, quelle serait sa réaction à d'autres, quelle était sa logique géostratégique de la région, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus. Toutes ces personnes qui étaient autour de lui, qui étaient ce régime, en fin de compte, n'existent plus, ont toutes été éliminées. Aujourd'hui, donc, il faut, si effectivement ce fameux Mujtaba est encore en vie et prend encore des décisions, nous devons d'abord comprendre exactement qui l'entoure, quelle est l'influence de chacun, parce que c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Pardonnez-moi, mais je vois qu'Arnaud Benedetti, mais monsieur l'ambassadeur est pressé, ce sera la dernière question. Le régime est en train de se modifier dans son organisation endogène, on le comprend bien, dans son fonctionnement, mais son idéologie reste exactement la même. L'idéologie, oui, bien sûr. Je ne dis pas que l'idéologie a changé. Mais vous savez, même l'idéologie, il y a toujours une grande différence entre des personnes qui sont fondamentalement religieuses, et ce Mujtaba n'est pas une personnalité religieuse qui est reconnue d'une façon ou d'une autre. Les gardiens de la révolution ne sont pas des religieux, c'est des voyous. C'est des voyous très violents, c'est tout. Et donc, il y a une énorme différence entre un régime qui est un régime fondamentalement religieux et un régime qui est une certaine dictature. Et donc, même là, c'est déjà différent. Je m'en voudrais de pas vous poser la question, monsieur l'ambassadeur, et vraiment, c'est la toute dernière. Chose promise, chose due. C'est dimanche de Pâques. Et les Français aussi sont attachés à leur culture, à leur histoire. Et c'est vrai que dans cette région-là, il y a une civilisation qui est parfois oubliée. On parle des chrétiens d'Orient. À quel point la communauté chrétienne est protégée ou doit l'être dans les prochains jours, les prochaines semaines. On a vu par exemple la semaine dernière l'émoi qui a pu provoquer l'interdiction faite au patriarche de Jérusalem d'accéder à l'église du Saint-Sépulcre. Alors d'abord, la mort du prêtre Pierre El-Rai dans le sud Liban. Dans le sud Liban, qui était une erreur. Il faut dire de façon très claire qu'elle était une erreur terrible, une erreur triste, une erreur. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé avec le patriarche. Le patriarche de Jérusalem était c'est terrible à dire, c'était une erreur d'un policier avec qui on avait dit vous devez fermer la vieille ville, ne pas permettre l'entrée dans les lieux saints aux trois religions, parce que le Kotel aussi est fermé, le fameux mur de l'alimentation qui est l'endroit le plus saint pour les Juifs, la mosquée est fermée, et donc sans réfléchir, sans savoir avec qui il avait en face de lui, il a dit c'est interdit. Dès que nous avons compris, je peux vous dire que personnellement, dès que j'ai compris qu'il y avait cette crise qui avait lieu, j'ai appelé directement mon ministre, je lui ai dit on peut pas permettre ce genre de choses. Il m'a dit oui, je m'en occupe, je sais déjà, je m'en occupe. Le Premier ministre immédiatement a annoncé que ce genre de choses ne pouvait pas se faire. C'était du zèle d'un policier sur place qui n'avait pas compris ce qu'il faisait. C'est pour parler spécifiquement de cet événement. Vous savez, les chrétiens d'Orient, le seul endroit où les chrétiens d'Orient se sentent en sécurité, c'est en Israël. Les chrétiens d'Orient, c'est pas seulement au Liban, c'est aussi en Syrie. Quand ils étaient massacrés par Bachar, par Joulani, le dictateur qui est aujourd'hui à la tête de la Syrie, les seuls qui sont venus à leur aide, c'est nous, les Israéliens, qui ont clarifié, qui ont donné un ultimatum à Joulani d'arrêter ces massacres. Donc, vous savez, cette culture dont on parle, c'est la même. La culture judéo-chrétienne est une culture. Nous sommes sortis de la même, c'est la même religion qui a pris, disons, qui s'est développée un peu différemment, de routes différentes. Et donc, pour nous, c'est exactement la même chose. C'est en Israël que les chrétiens d'Orient se sentent le plus en sécurité. Même si, des fois, il y a des disputes politiques autour de certains sujets. Mais il n'y a aucun doute que leur sécurité nous est aussi importante que la sécurité de chacun de nos citoyens. Monsieur l'ambassadeur Joshua Zarka, merci d'être venu nous voir, ambassadeur d'Israël en France. C'était un entretien très intéressant et d'ailleurs il a été un peu plus prolongé. Je sais que votre emploi du temps est serré en ce dimanche de Pâques et je vous remercie d'avoir participé en longueur à notre émission. Je vous propose qu'on écoute, et vous le savez, cette information de la matinée après 48 heures de course contre la montre, le pilote américain a été retrouvé sain et sauf. Nous n'abandonnerons jamais
un combattant, c'est féliciter Donald Trump. Écoutez, cette intervention, c'était ce matin d'un des spécialistes qui a réagi dans la matinale de CNews. Écoutez. La guerre, elle est dure, il y a des pertes, et encore des pertes extrêmement limitées. Je crois qu'on est à 13 ou 14 soldats américains, on est à 13 ou 14 civils et soldats israéliens, sur près de 20 000 sorties du côté américain et autres. Ce n'est, entre guillemets, pas grand-chose. Donc Donald Trump peut surfer encore sur cette idée qu'il va essayer de sortir de la guerre la tête haute. Évidemment, il vaut mieux qu'il sorte en n'ayant aucun otage soldat américain plutôt qu'il en ait. En tout cas, il parle le même langage que ses ennemis, il parle le même langage que l'Iran, et je crois qu'en fait, à ce stade-là, la diplomatie est très très compliquée, mais en même temps, il souffle le chaud et le froid, c'est-à-dire des négociations qui peut-être existent en sous-main, mais qui de toute façon seront inéluctables, et puis en même temps, un rapport de force qui est son obsession et sur lequel il essaie de peser, et on voit ô combien, pour les Occidentaux, pour les Israéliens et pour les Américains, même ce rapport de force que l'on considérait peut-être comme favorable aux Occidentaux est quand même aujourd'hui, face à un certain nombre d'autres pays qui utilisent de plus en plus les outils de la guerre hybride, de plus en plus compliqués. 9h40, on remercie Mathieu Hoc qui nous rejoint parce qu'on ira sur l'actualité nationale dans quelques instants. Je voudrais juste débriefer avec vous, Arnaud Benedetti et Eric Revel, l'entretien qu'on a pu avoir avec l'ambassadeur de France, l'ambassadeur d'Israël en France, pardonnez-moi, et cette phrase très importante, il parle de crise historique entre la France et Israël, Eric Revel. Oui, c'est pour ça que sa réponse m'intéressait beaucoup, mais je pensais pas que l'ambassadeur irait jusqu'à la qualifier d'historique. Parce qu'on se souvient que, effectivement, en septembre 2025, comme je le rappelais, lorsque Emmanuel Macron décide officiellement de reconnaître la création d'un État palestinien, les relations se tendent extrêmement. D'ailleurs, à un moment donné, si ma mémoire est bonne, le président de la République est considéré comme pas le bienvenu en Israël. Alors, un chef d'État n'a pas besoin de visa, mais j'ai cru comprendre qu'il ne pouvait pas se rendre aussi facilement en Israël. Et puis là, il y a eu l'affaire du survol interdit pour certains avions du territoire français. Donc la crise s'amplifie. Il a dit la crise de 67 avec De Gaulle, on était parti de 100 pour se rapprocher de 0. Là, j'ai le sentiment qu'on est à 0. C'est-à-dire qu'il considère que c'est une crise historique, et je pense que le terme a marqué les esprits sur ce plateau. Arnaud Benedetti. Je partage complètement ce que dit Eric, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que l'étalon des crises sur le plan historique entre la France et Israël, c'est 67, et clairement, il nous a répondu que cette crise, de manière très diplomatique, lui paraissait beaucoup plus grave que celle de 67. Alors après, si vous voulez, il répond pas par contre à la question qui est quand même... Pourquoi pourquoi il répond pas, il veut pas rentrer, je comprends que... Parce que là, on entre dans des questions nationales. J'ai bien compris votre que depuis maintenant le 7 octobre, il y a une attitude du côté de la présidence française et du Quai d'Orsay qui est vraisemblablement aussi motivée par des raisons qui ne sont pas seulement des raisons, j'allais dire, externes et géopolitiques, qui peuvent être aussi motivées par des raisons interne. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est la nouveauté, évidemment, par rapport à ce qu'on avait connu dans les années 60. Autre moment important, dites-moi si je me trompe, c'est lorsqu'il est revenu aussi sur la réussite de l'opération de sauvetage des Américains cette nuit. On va redécouvrir le message de Donald Trump. Et il y a ce climat alors il parle d'anti-américanisme en France et en Occident, qui est peut-être exacerbé avec un anti-trumpisme primaire. C'est-à-dire que sur les plateaux télé, vous avez de nombreux éditorialistes de plateau qui parfois ne s'en cachent pas, jubilent en quelque sorte dès qu'il y a une déconvenue américaine du président Donald Trump. Voilà le message. On l'a retrouvé en majuscule, chers compatriotes américains. Au cours des dernières heures, l'armée américaine a mené à bien l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire des États-Unis pour l'un de nos incroyables officiers d'équipage qui se trouve également être un colonel très respecté et dont je suis ravi de vous annoncer qu'il est désormais sain et sauf, Arnaud Benedetti. Non, mais c'est vrai qu'on parle d'anti-américanisme, mais c'est vraisemblablement plus de l'anti-trumpisme que de l'anti-américanisme. Et on voit un certain nombre de commentaires parfois d'experts qui laissent plus ou moins entendre qu'ils souhaitent l'échec des Américains
face à un régime qui est quand même un régime dont il faut rappeler qu'il pend des enfants de 18 ans. Ça a été encore le cas il y a 48 heures. Donc tout se passe comme si finalement on réactivait un vieux fond, certes, d'anti-américanisme qui existe dans la société politique française. D'ailleurs, je ne vois pas une formation politique en France aujourd'hui, quelle qu'elle soit, sur l'ensemble de l'échiquier politique, soutenir l'intervention américaine. Mais il n'en demeure pas moins que, encore une fois, cet anti-américanisme est vraisemblablement beaucoup plus dopé par le rejet de la personnalité de Trump et de sa pratique du pouvoir, bien plus que par finalement cet anti-américanisme historique qui était notamment celui des années 60 et 70. Ouais, je rajouterais juste que Trump exacerbe les passions politiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a une personnalité, il a une façon d'exercer le pouvoir, mais au-delà de l'anti-américanisme... Et il l'alimente. Et il l'alimente dans certaines déclarations. Je ne vais pas revenir sur les déclarations. Et qu'il en joue. Mais c'est même pas, j'ai l'impression. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est l'incroyable régularité avec lesquelles les experts français se trompent. Oui, et en fait, c'est sans doute un anti-américanisme, c'est sans doute un anti-trumpisme, mais c'est surtout historiquement en France, de la part de nos commentateurs, un anti-républicanisme. C'est-à-dire que dès l'instant où vous avez un candidat républicain qui est élu aux États-Unis, vous avez toute la cohorte, soi-disant de spécialistes biaisés idéologiquement, qui tombent en expliquant d'ailleurs qu'il ne pourra jamais gagner. Juste un point très important, ce que dit Eric est tout à fait juste. Souvenez-vous de l'élection de Bush face à Al Gore, par exemple, en 1999. C'était exactement les mêmes commentaires que l'on entend aujourd'hui contre Trump. On l'a oublié depuis parce que Bush, en effet, est très critique vis-à-vis de Trump, donc il est devenu refréquentable pour une partie des élites européennes. Ronald Reagan, ou de Ronald Reagan, 84. Comment l'intelligentsia de gauche en France expliquait que c'était un acteur de série B, alors que ça a été un des plus grands présidents des États-Unis avec... 9h46 sur CNews. Dans quelques instants, nous reviendrons sur l'actualité nationale, mais je souhaitais avoir le décryptage du général Sidos, qui était notre invité hier matin. Merci, mon général, d'être en direct avec nous. Je vais vous souhaiter d'abord un merveilleux dimanche de Pâques. Et la question que je vous avais posée hier matin, mon général, c'était la première question. J'avais dit, c'est vraiment la réalité dépasse la fiction. On est dans cette course contre la montre pour retrouver le pilote dans un film. Comment le général que vous êtes décode finalement cette réussite de l'opération américaine, qui est donc retrouvé son pilote 48 heures après s'être éjecté de cet avion qui avait été abattu et ciblé par l'armée iranienne. 48 heures plus tard, comment le général que vous êtes décode ce qu'il s'est passé? Vous avez tout à fait raison, c'est une réussite humaine, une réussite technologique, une réussite opérationnelle. On a quelqu'un, effectivement, alors là on est dans un scénario de film, vous voyez, Hollywood et la réussite opérationnelle américaine, ça se colle vraiment. Alors je décrypte techniquement. Donc on a appris que c'était un colonel. Alors c'est un colonel qui était en position d'officier système d'armes. Donc c'est un colonel qui commandait en fait très probablement l'opération d'attaque. C'est ce qu'on peut appeler un strike, c'est-à-dire plusieurs avions qui vont sur un objectif. Bon, il se trouve qu'il est abattu. Il s'éloigne de la zone de nuit. Après, il me semble d'ailleurs que l'opération était de nuit. Il s'éloigne de la zone, il trouve un point pour s'abriter, se protéger, et il est régulièrement en communication avec tout le système qui est chargé de le récupérer. Alors c'est un système qui est forcément très complexe, mais qui est en permanence. D'ailleurs, il y a une permanence de jour et de nuit. Et puis en fait, ils attendent le moment favorable. Alors le moment favorable, ce n'est pas de jour, c'est de nuit. De nuit parce que toute la technologie américaine d'observation, de navigation de nuit domine ce qu'il n'y a pas chez les Iraniens. La nuit devient un facteur favorable. Donc l'opération se déroule de nuit. Et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'elle a pu se dérouler? Elle se déroule avec des opérations de déception. Vous savez, les vols qu'on a vus de jour, les images qui sont passées de jour, rien ne nous dit, en aucun cas d'ailleurs, que c'est la vraie opération. C'est-à-dire que vous avez l'opération qui se focalise sur le colonel à récupérer, mais vous avez 1, 2, voire 3 opérations de fausses opérations, ailleurs, à 10, 20, 50 km, 100 km de distance. Et là, après, le moment opportun est choisi, de nuit.
Et là, vous avez, pour le récupérer, ce sont des hélicoptères, hein, ces fameux hélicoptères que l'on connaît. Alors la version de récupération, c'est le Black Hawk. Le Black Hawk, c'est l'hélicoptère de transport américain le plus courant. Et la version pour aller récupérer le personnel, c'est une version spécifique pour le CSAR, hein, le Combat Search and Rescue. Alors cet hélicoptère a une perche de ravitaillement, c'est-à-dire qu'il est ravitaillé en vol en permanence. Et à bord, vous avez, bien sûr, l'équipage qui pilote, vous avez un mitrailleur qui protège l'hélicoptère, et puis vous avez à l'intérieur 4-5 personnels qui sont, disons, des commandos, avec un infirmier, bien évidemment, et ce sont ces personnels-là, au moment où l'hélicoptère va atterrir, qui vont aller se porter vers notre aviateur, vers notre colonel, pour l'identifier et le réembarquer. Alors bien évidemment, ce n'est pas un hélicoptère tout seul qui va y aller. Déjà, pour la mission au sol, il y aura 2 à 3 hélicoptères, parce qu'il peut y avoir un accident. Il peut y avoir un hélicoptère qui est en panne. La mission pour tuer Ben Laden, il y a un hélicoptère qui s'est crashé. Hein, vous voyez, il faut prévoir l'imprévu. Donc vous avez la récupération du bonhomme. Et tout autour, vous avez une bulle absolument gigantesque d'avions de commandement, d'AWACS. Vous avez des avions de ravitaillement en vol. Vous avez des avions d'attaque au sol pour protéger la zone. Alors protéger la zone à courte distance, à 1 km, voire à 20 km. Donc vous avez un balai aérien absolument gigantesque en permanence. Et vous avez un balai aérien qui se multiplie, c'est-à-dire qui peut être doublé, voire triplé. C'est-à-dire que l'hélicoptère qui a été récupéré, ce colonel, ça veut dire qu'il y a 2, 3 groupes d'hélicoptères qui auraient pu le faire. Donc ça veut dire, mon général, pardonnez-moi de vous couper, que vous avez des dizaines et des dizaines d'appareils qui sont mobilisés pour cette opération. Question que les téléspectateurs, mon général, doivent se poser, et moi que je me pose ce matin, c'est pourquoi et comment se fait-il que le premier pilote ait été récupéré aussi rapidement et que le second était récupéré sain et sauf 48 heures plus tard? Exactement. Mais on l'avait déjà évoqué. A priori, les 2 aviateurs ne se sont pas, pardonnez-moi, les 2 aviateurs ne se sont pas éjectés au même endroit. Pour quelle raison, voilà. Et à partir de ce moment-là, un avion, ça va très vite, ça fait des dizaines de kilomètres. Bon, c'est possible. Donc l'un a été récupéré très vite. Ok, bravo, chance. Et le deuxième, pourquoi? Alors le deuxième, n'oublions pas que le premier a été récupéré, d'après les informations que nous avons, avec un échange de tirs. C'est-à-dire que l'hélicoptère qui s'est posé, le Pave Hawk, hein, il s'appelle comme ça, le Pave Hawk, a une mitrailleuse à bord. Il y a eu un combat. On a appris que l'équipage, il y a eu des blessés. Alors il est tout à fait possible que la mission se fait et puis faut évacuer la zone. Alors il est possible que le colonel n'était pas loin, peut-être pas loin, peut-être à 1 km, 2 km, et que, vu la situation, il s'est peut-être encore un peu plus éloigné. Il s'est dissimulé et il a attendu une occasion favorable. C'est-à-dire qu'on on attend, on ne reproduit pas l'opération, on lui demande d'aller un petit peu plus loin et il attend une situation favorable. Et donc, c'est là où on a les 24 heures. Dernière chose, mon général, pardonnez-moi, et vraiment je vous remercie pour toute cette analyse absolument passionnante. Des comptes iraniens relaient des images, et vous les voyez à l'antenne, d'avions qui ont été détruits plus tôt ce matin. Donc sur la télé iranienne, l'Iran disait avoir abattu au moins un avion et 2 hélicoptères pendant l'opération de sauvetage militaire. Est-ce que ça voudrait dire que potentiellement les États-Unis ont perdu des soldats pendant cette opération de sauvetage ? Alors, ce sont des images de la télé iranienne, donc effectivement. Alors là, on va restons extrêmement prudents, hein, bien sûr. Hein. Oui, voilà, restons très très prudents. Nous n'avons pas de déclaration américaine, mais néanmoins, c'est une opération dangereuse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Un hélicoptère est vulnérable quand il est au sol. Il n'y a pas de blindage. J'ai envie de dire que n'importe quel policier iranien qui est au bon endroit avec une Kalachnikov peut faire des dégâts. C'est certain. Donc cette supposition et cette propagande iranienne est tout à fait possible. N'oublions jamais la séquence à Mogadiscio, c'était après la première guerre du Golfe, qui là avait tourné au désastre. Alors c'est la fameuse opération Black Hawk Down, où pour aller récupérer quelqu'un, on engage d'autres hélicoptères qui tombent sous le feu de l'ennemi. C'est tout à fait possible. Alors les Iraniens
c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, imaginons que ce soit vrai. Bah oui, c'est une opération de combat dangereuse. Ah, les Américains ont pris des risques énormes pour récupérer leur colonel. Ça, c'est une chose. Imaginons que c'est du faux. Bah, les Iraniens ont besoin de rattraper l'image. Ils ont besoin de dire, bah, on s'est fait voler, oui, on s'est fait voler un colonel, on s'est fait voler un officier américain, on aurait pu l'exhiber, on a raté. Et ben, en termes de communication, on rattrape le coup en disant, bah, on en a abattu. Mon général, nous avons tout compris et je vous remercie parce que c'est pour ça que non mais vous savez pourquoi je dis ça, mon général, c'est que finalement, en diffusant ces images, on ne sait pas d'où elles viennent, si ce n'est de la télévision iranienne liée au régime iranien. Donc restons extrêmement prudents. Et vous m'avez expliqué les deux possibilités et j'ai tout compris grâce à vous. Je vous remercie, mon général. Vous êtes levé. Petite guerre comme ça, réaction en direct à 9h30 pour tout nous expliquer. Donc un grand merci une nouvelle fois pour toutes ces explications. Il est 9h55, nous avons pu pendant 55 minutes vous parler, chers téléspectateurs, de ces toutes dernières informations concernant le deuxième pilote américain secouru en Iran. Le deuxième pilote américain recherché depuis vendredi après le crash de son avion a été secouru lors d'une opération militaire et se trouve sain et sauf, a annoncé cette nuit Donald Trump, notamment sur ses réseaux sociaux. Et toutes les nouvelles informations, nous vous les apporterons dans les prochaines minutes, si nouvelles informations il y a. À la une également de l'heure des pros, l'actualité nationale et ce qui s'est passé hier. Vous avez dit rassemblement citoyen, meeting politique à LFI aurait été plus proche du réel. Et c'est peut-être pour cela que seulement 6000 personnes de sources policières se sont retrouvées hier à Saint-Denis. Malgré le raz-de-marée d'un système médiatique et politique complaisant, le théâtre de l'extrême gauche n'a pas forcément fait le plein. Vous avez dit rassemblement antiraciste, pacifique? Alors comment expliquer que des journalistes de Frontières aient été contraints de quitter les lieux, insultés, menacés, empêchés de faire leur travail, dont l'un des agents de sécurité a été qualifié de noir de service? Tout cela n'entraînant pas la moindre réaction politique, bien sûr, et pas besoin de vous rappeler qu'aucun média n'a jugé bon d'en parler dans les sujets aux 20h hier. Vous avez dit unité à gauche. Je note l'humiliation pour SOS Racisme et le Parti Socialiste, présent hier à Saint-Denis, hué lors du discours d'Ali Diouara, maire LFI de la Courneuve, ciblant la gauche caviar, l'appelant à se ressaisir ou à dégager. Ce sont ces mots, dégager. La révolution dévore toujours ses enfants. La semaine que nous venons de vivre est un premier échantillon d'une campagne présidentielle qui risque d'être nauséabonde si tout cela continue, entre hystérisation du débat, manipulation politique et médiatique, violence. Lisez la tribune du conseiller d'État Jean-Éric Schottel dans les colonnes du JDD. Il parle d'un antiracisme dévoyé, un parti qui, je le cite encore une fois, fait son miel de tous les conflits, clivant la société. Et bien évidemment, ces images, vous ne les verrez pas sur les autres chaînes d'information, dans les autres médias. Et il est essentiel d'en parler aussi ce matin. On en parle donc dans la deuxième partie de l'heure des pros. On est toujours avec Arnaud Benedetti, Mathieu Hoc et Éric Revel. Quand depuis une semaine, vous avez sur toutes les chaînes d'information, sur les médias, les politiques qui s'en mêlent et qui expliquent qu'un maire a été comparé à un singe, ne vous étonnez pas que sur le terrain, ça devienne violent. Vous avez des journalistes de Frontières hier qui ont été agressés, insultés, exfiltrés d'une manifestation. Je le disais, vous avez un agent de sécurité qui a été comparé à un noir de service, à une manifestation dite citoyenne antiraciste. Voilà l'univers dans lequel on était aussi, pas que ça, aussi hier. Et faites le cheminement inverse. Imaginez à une manifestation dite de droite, d'associations de partis de droite, des journalistes de gauche exfiltrés, menacés, insultés, qu'un agent de sécurité ait été qualifié de noir de service. Imaginez l'impact médiatique que ça aurait eu ce matin. Alors puisque les médias n'en parlent pas, je voudrais qu'on voit la séquence où Jordan Florentin, le journaliste de Frontières, a été contraint de quitter les lieux. Il n'a pas pu poser les questions qu'il voulait parce qu'il a été insulté, parce qu'il a été menacé. On s'en est pris à son matériel. Et vous avez aussi deux jeunes femmes, journalistes, qui ont été attaquées. Je ne doute pas que M. Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis,
qui se présente comme un maire qui lutte contre le racisme, mais aussi un maire féministe, dira que dans les prochaines heures, que s'attaquer à des jeunes femmes qui sont journalistes en pleine manifestation antiraciste et une manifestation féministe est un scandale. J'en suis sûr et certain, c'est juste une question d'heure. Voyez la séquence. Vous pouvez presque aussi. Pardon, s'il vous plaît, touchez pas la caméra. S'il vous plaît. Allez, tu peux discuter, mais tu touches pas. Non, il n'y a pas de rassemblement. Pas de facho chez nous. On veut pas de frontières à samedi, là. Allez, casse-toi. Tu veux pas que je touche, moi tu touches pas non plus. Allez, casse-toi le facho, là. Vous partez d'ici. Je veux dire devant la caméra, vous m'insultez. On va au tribunal quand tu veux. Vous pouvez décliner votre identité. T'es un nasillon. Votre identité. Je t'ai dit, tu me files pas, toi. Vous êtes sur l'espace public, vous venez devant la caméra. Écoute, ne touchez pas la caméra, s'il vous plaît. Laisse-le. Toi, tu sais quoi? On va se voir au tribunal bientôt. T'es pas au courant, hein? Mais moi, je te le dis. Parce que vous m'avez traité de nazi? J'ai dit, t'es un petit nasillon. T'es un petit nasillon. Ouais, laisse-le. Touchez pas notre matériel, s'il vous plaît. Laisse-le filmer. Vous ne touchez pas notre matériel, monsieur. Monsieur, c'est bon, c'est là. Non, c'est pas bon. Non. Je me fais traiter de singe par ces gens. Non, ça va pas se passer comme ça. Et je vous propose d'écouter le témoignage d'Eva Duparc, qui était l'autre journaliste de Frontières présente. C'était 2 équipes de 2 journalistes. Eva Duparc était avec une cadreuse. Elles ont dû aussi quitter les lieux parce que insultées et menacées. On a eu affaire à des militants d'extrême gauche qui bombaient le torse face à nous, alors que ma cadreuse et moi, on fait 1m60 et 50 kilos tout mouillés, quoi. Donc c'est vrai que ça a été assez impressionnant. Moi, tout de suite, déjà, j'ai senti qu'il y avait un climat, comme je l'ai dit, un espèce de fil de tension, un climat de violence, où on sentait qu'à tout moment, ça pouvait dégénérer. Donc tout de suite, quand j'ai vu ce qui se passait, ils se rapprochaient de nous. Et je me suis dit, il y a des risques que ça dégénère vraiment. Donc j'ai dit, on part. Heureusement que la sécurité était là et a pu nous extirper. Et parce que c'était présenté comme une mobilisation d'union de la gauche autour de l'antiracisme, je voudrais qu'on écoute Ali Diouara, qui est le maire LFI de la Courneuve, qui dans cette mobilisation qui ressemblait parfois à des règlements de compte, a fait siffler, et c'est une humiliation totale pour SOS Racisme présent et le Parti Socialiste, les 2 groupes en ont pris pour leur grade, hués à la manifestation à laquelle ils participaient. J'avais jamais vu ça. Rappelons-nous du Parti Socialiste. Rappelons-nous de SOS Racisme. Oui, moi, j'ai pas l'habitude de dire les choses que je ne pense pas. Ces partis-là ont perdu le rassemblement d'aujourd'hui. C'est leur inconséquence politique qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. Au Parti Socialiste, il y a quelques mois encore, quelques semaines, vous aviez un ministre de l'Intérieur qui disait « à bas le voile ». La réalité, c'est celle-ci, ici en Seine-Saint-Denis et partout en France. La défiance de nationalité et j'en passe, le permis de tuer en raison des revenus, c'est le Parti Socialiste. Donc à un moment donné, il va falloir, comme le disait ma collègue, se ressaisir ou dégager. En tout cas, quoi qu'il en soit, le petit rappel à cette petite gauche caviarde, je vous le dis encore une fois, ressaisissez-vous, parce que le train, on est déjà dedans, on arrive. Et il faut vraiment tendre l'oreille, Monsieur Diouara, qui, en toute transparence, dit au Parti Socialiste, dit également à SOS Racisme, vous êtes responsable de la situation aujourd'hui, ressaisissez-vous ou dégagez. Le groupe vit bien. Le groupe vit bien à une mobilisation citoyenne. Alors, tous les médias ont parlé d'un rassemblement citoyen. C'était un meeting politique de la France Insoumise. C'était aussi un meeting politique de la France Insoumise. Peut-être fallait-il le dire comme ça. Oui, il faut rappeler que le racisme est un délit. Bon, on le sait, mais l'antiracisme, l'antifascisme agité par la France Insoumise, à mon sens, dans cette affaire, sert à la France Insoumise à allumer un contre-feu. Et notamment vis-à-vis de CNews. Pourquoi? Mais parce que CNews a été, au début des passations de pouvoir au moment des élections municipales, la seule, me semble-t-il, à montrer dans quelles conditions les maires battus se faisaient menacer, insulter par
par ceux qui prenaient le pouvoir, c'était justement la France insoumise. Donc en fait, c'est un contre-feu, c'est une sorte de contre-feu. Maintenant, l'antiracisme et l'antifascisme a toujours été l'étendard qu'a agité la gauche. Maintenant, un mot sur... Mais c'était l'étendard porté par SOS Racisme qui aujourd'hui est hué à Saint-Denis. Un mot sur le maire de la Courneuve. Oui, Ali Duhara. Oui, qui fait siffler le PS, alors qu'il devrait être reconnaissant au PS et à Monsieur Faure d'avoir fait une alliance contre nature avec eux pour les élections municipales. Mathieu, est-ce que c'était une mobilisation seulement? Moi, j'ai écouté tous les médias hier. Ils parlaient de mobilisation citoyenne. Ça n'était visiblement pas que ça. C'est important de parler du réel. Alors certes, le réel dérange. Il dérange le système médiatique et politique. Mais il y avait aussi une ambition politique, un meeting politique à ciel ouvert en Seine-Saint-Denis. Nous écouterons par exemple Bali Bagayoko, qui a bien compris que le cap, c'était 2027. Tout à fait. C'est un meeting de la France insoumise qui présente les deux ennemis clés de la France insoumise, que sont, et c'est ça que les gens n'ont pas réellement compris, les personnes issues de la Nouvelle-France, mais qui ne partagent pas leurs convictions politiques, parce qu'il faut le dire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ils ont traité quelqu'un de noir de service. Donc on a une partie de ces antiracistes qui sont racistes contre des personnes issues de l'immigration qui ne pensent pas comme eux. Et ça, on l'avait vu notamment lors dans les municipales, où des candidats, des colistiers de personnalités politiques de droite, qui sont supposés de la diversité, supposés qui ont des origines, ont été pris à partie. C'est quelque chose qu'on voit assez naturellement. Et beaucoup de vos chroniqueurs aussi sur CNews, je pense à Naïma El Fadel qui en parle souvent, Amine El Bailly, etc., sont des cibles privilégiées et qui sont désignées comme telles parce qu'ils ne pensent pas comme ils devraient penser du point de vue des gens de la France insoumise. Et puis le deuxième ennemi, ce sont les fameux bobos, la gauche caviar en réalité. C'est pour ça que c'est un meeting de la France insoumise, parce qu'ils ont passé plus de temps à taper sur SOS Racisme ou le PS que sur les autres. Et en fait, en réalité, c'est ça le vrai paradoxe, c'est que vous avez des gens de gauche socialiste qui ont encouragé et qui ont promu l'antiracisme et qui aujourd'hui, c'est ce que vous avez dit, la révolution dévore toujours ses enfants, se font dévorer par le monstre qu'ils ont eux-mêmes créé. C'est ça aujourd'hui le véritable problème des Marine Tondelier, etc., qui sont toujours jugées trop blanches, trop bourgeoises par ces gens-là. J'ai lu une manifestation qui s'est passée dans le calme et en musique pour les journalistes de Frontières présents. Ça n'était pas le calme et la musique. Éric Tegner qui a tweeté: je suis sidéré de voir que maintenant il est devenu normal que les équipes de Frontières, dont des femmes, se fassent insulter, violenter, exfiltrer des meetings LFI. Zéro réaction d'hommes politiques, très peu de médias. Retenez ce tweet le jour où il y aura un drame. Imaginez un seul instant, Arnaud, que des journalistes, d'un média de gauche, pensons à Libération, soient menacés, insultés à la manifestation il y a quelques semaines à Lyon. En hommage à Quentin de Roque. Mais tout le monde en aurait parlé. Qui est dans la société politique et dans la société médiatique française un privilège de la radicalité de gauche, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'ils peuvent à peu près tout se permettre sans qu'ils soient véritablement condamnés ou du bout des lèvres quand en effet il s'agit d'un fait extrêmement grave, comme par exemple le lynchage à mort du jeune Quentin à Lyon il y a un mois et demi, qu'on a d'ailleurs oublié. Mais en fait, dans cette affaire, si vous voulez, la cible de CNews, de Frontières, c'est un prétexte pour la gauche radicale pour tout simplement décliner son agenda politique et son rapport de force avec ses autres partenaires de gauche. Ils font de la lutte antifascisme leur étendard, donc ils désignent pour eux quels sont les fascistes et à partir de là, ils souhaitent que l'ensemble des forces de gauche se rallient à leur légitimité et pour être légitimes, ils veulent imposer un rapport de force toujours plus, tendu vis-à-vis des autres partenaires et notamment dans la perspective des élections présidentielles. Je dois dire que quand même, stratégiquement, ils ont plutôt réussi ces dernières semaines. Vous avez raison, ils ont réussi à imposer leur récit d'une victoire aux élections municipales qui étaient quand même relatives, mais symboliquement, ils ont quand même... ils sont parvenus à faire en sorte que le Parti socialiste soit obligé de nouer des alliances de la honte avec eux. Et ensuite, aujourd'hui, à travers cette affaire, à travers cette fausse affaire, d'ailleurs, en l'occurrence, vous l'avez très bien démontré, ils essayent de faire encore pression sur leurs partenaires de gauche. Arnaud Benedetti. À trois bandes, oui, mais Arnaud Benedetti, hier, pardonnez-moi, on a vu des théâtres antifascistes rassemblant des centaines de milliers de personnes en France. Hier, à Saint-Denis, selon les sources policières, ils étaient 6 000. Oui, mais bon. Allez, prenons les chiffres peut-être... allez, on va dire, puisque c'est les chiffres de sources policières, donc vous savez, il y a souvent un décalage, c'est 1 pour 2. Imaginons qu'il y ait 12 000 personnes hier à Saint-Denis.
c'est pas les mêmes mobilisations. En revanche, ils veulent se réunir le 3 mai, justement pour marcher contre le racisme. Toute forme de racisme, j'imagine. Donc, j'imagine que la France insoumise va appeler, pourquoi pas, la LICRA à marcher avec eux pour lutter contre toute forme de racisme. Et dans les formes de racisme, il y a aussi l'antisémitisme. Voilà, les droits de l'homme. Mais oui, mais c'est différent. Là, je vous parle de la LICRA. Non, mais c'est intéressant. Ils vont appeler aussi à manifester main dans la main avec la LICRA. Donc, il y a cette tartufferie-là et aujourd'hui, cette instrumentalisation qui a été faite depuis une semaine, alimentée par les médias, finalement, on le voit à l'image. Le mot de la fin je disais, ça annonce une campagne présidentielle qui risque, si tout le monde ne prend pas un peu de recul, essayer vraiment de rester sur les faits et le factuel sans tordre la réalité, une campagne présidentielle qui risque d'être nauséabonde. Oui, et puis on voit bien que le climat est de plus en plus tendu et que la violence monte de toutes parts. Donc vous avez raison, Yotte, cette campagne présidentielle dont on attend beaucoup, parce que les Français ont été privés de plusieurs campagnes présidentielles quand même. Emmanuel Macron a été quand même réélu par